Bonjour ici. Salut là-bas. Et bienvenue sur LCP et François dans votre émission citoyenne. Flash Talk, ça se passe en bas de chez vous. 1 heure de débat, 1 heure pendant laquelle vous avez la parole. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou ici avec nos invités, vous êtes toutes et tous les bienvenus. 2 fois par mois, Flash Talk vous donne rendez-vous à un horaire et un lieu précis, tout simplement pour débattre des sujets qui vous tiennent à cœur. Et pour savoir où et comment et quand ça se passe, vous gardez un œil sur le hashtag Flash Talk. Et oui, nous sommes au beau milieu de la maison de la radio qui nous accueille pour parler cette fois de liberté et de sécurité. De liberté au détriment de notre sécurité. Ou la sécurité au détriment de notre liberté. Et puis, est-ce que les deux peuvent fonctionner ensemble? Liberté, oui, mais à quel prix? Flash Talk, c'est maintenant. On vous attend. C'est envoyé? C'est parti. Eh bien, le temps de déballer nos caméras et nos micros, on vous attend très nombreux. À tout de suite. Flash Talk, c'est l'émission qui vous donne la parole en live en bas de chez vous, en live aussi sur les réseaux sociaux, un sujet, un débat en place publique et nous voilà à Paris, dans l'agora de la Maison de la Radio. Après les attentats du 7 janvier 2015, puis ceux du 13 novembre, la France s'interroge sur sa capacité à concilier liberté et sécurité. Loi renseignement, état d'urgence, jusqu'où irons-nous pour protéger nos citoyens? Est-ce la bonne solution? Est-ce la seule solution? Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux, déclarait Benjamin Franklin au siècle dernier. Elle a cité Benjamin Franklin, Eh c'est ouais. bon, on est très très bon dans l'émission. Liberté, sécurité, faut-il systématiquement choisir entre les deux? Ou alors peut-on préférer la liberté à la sécurité en période de danger? C'est la question à laquelle vont répondre nos invités. Comme Bruno Gassio, bonjour. Vous êtes Bonjour. humoriste, scénariste et producteur, célèbre auteur des Guignols de l'info sur Canal+, de 92 à 2007. Vous avez lancé en 2013 le parti Nouvelle Donne et vous avez publié un billet sur votre page Facebook le 15 novembre dernier avec en substance ces mots: j'ai peur et même pas honte d'avoir peur. Je me résigne à soutenir les autorités qui font réagir violemment. Nous prendrons évidemment le temps de revenir sur cette tribune tout au long de l'émission. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, j'adore ça. Et à vos côtés, Bruno Gassio, il y a Céline Berton. Bonjour, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat des commissaires de la police nationale. Pour vous, l'action du gouvernement n'est pas liberticide, mais permet simplement de s'adapter à l'ampleur de la menace. Pour vous, les barbouzes, la surveillance généralisée, c'est rien qu'une légende. Merci d'être avec nous. Et enfin, Adrienne Charmet-Alix, bonjour, vous êtes historienne de formation, vous avez présidé de 2009 à 2011 Wikimedia France et vous êtes aujourd'hui coordinatrice des campagnes de la Quadrature du Net, une association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. Pour vous, la France s'engouffre dans une dérive sécuritaire. Vous nous exposerez évidemment votre point de vue tout au long de l'émission. Et Valérie, il manque quelqu'un? Non, ils sont tout autour de nous, le ils sont quatrième tous là. invité. Eh oui. C'est le public. Bonjour Merci. à vous toutes et à vous Merci tous. beaucoup. Et je vais m'empresser de me faufiler parmi eux. Et justement, sur News République, nous avons lancé un petit sondage. Vous avez été plus de 6500 à répondre à la question: êtes-vous prêt à restreindre vos libertés individuelles pour plus de sécurité? 29% d'entre vous étiez d'accord sans condition, un tiers d'accord mais dans un cadre strict et 42% des votants ont répondu non. Et le public, qu'est-ce qu'il en pense? Il y a Tracy qui est avec nous. Tu viens d'où, Tracy? Sevran. Sevran dans le 93. Si je te posais la même question, est-ce que tu es prête, toi, à restreindre tes libertés pour plus de sécurité? Oui, sans condition. Oui, mais dans un cadre strict. Ou alors non, pas du tout. Oui, avec des conditions. Ah ouais, par exemple. Avec le cadre de vie qu'on a et tous les militaires qui Les militaires, ouais, qui sont là, qui sont parmi nous. autour de nous, oui, c'est tout. Mais quoi, ça te rassure? Ça te rassure pas? Si, ça nous rassure. Il y a plus de... ils sont là. S'il y a un accident, ils sont là. Bon, en tout cas, Tracy, elle a l'air rassurée, hein, Valérie, c'est bon. Alors justement, après les terribles attentats du 13 novembre, François Hollande a décrété l'état d'urgence. Il a même été prolongé jusqu'au 26 février prochain. Perquisition sans l'accord préalable d'un juge, captation de données sur Internet. C'est la réponse donnée par le gouvernement face à la menace terroriste. Comment les citoyens français la comprennent? Décryptage en chiffres et en images par Juliette Jean dans le Data Flash.
Restreindre ses libertés pour un peu plus de sécurité, aujourd'hui une majorité de Français le souhaitent. Mais pour quel résultat ? Dans les 10 jours qui ont suivi les attentats meurtriers du 13 novembre à Paris, les forces de l'ordre ont procédé à 1072 perquisitions, mais n'ont interpellé que 139 personnes. Qui sont les 933 autres ? Si la promesse de sécurité rassure, l'atteinte à certaines de nos libertés dérange. Pour contrer la menace terroriste, le gouvernement autorise plusieurs actions policières jusqu'ici interdites sans l'accord préalable du juge. Perquisition de jour comme de nuit, saisie de données privées sur les serveurs en ligne. Mais si on n'a rien à se reprocher, on n'est pas concerné. C'est ce que semble penser la majorité des Français. Un sentiment justifié ? Pas tout à fait. Car pour chasser les terroristes, il faut contrôler la population. Couvre-feu, assignation à résidence, interdiction de se regrouper, contrôle de la presse, des données personnelles, nos libertés sont gravement touchées. Et si 87% des Français font confiance aux différents services de sécurité, certains dénoncent déjà leurs dérives. Petite fille blessée suite à une erreur du raid, perquisition violente sans motif lié au terrorisme, 24 militants écologistes assignés à résidence. Malgré cela, 91% des Français soutiennent la prolongation de l'état d'urgence, un état auquel il faudra dorénavant s'habituer. Alors, justement, quand vous regardez ce petit sujet, comment vous comprenez ces chiffres et comment vous comprenez justement ce que les Français pensent de l'état d'urgence, de toutes ces mesures qui sont prises, Céline Berthon? Alors l'enjeu, il est effectivement de trouver l'équilibre entre sécurité et liberté. Moi, je pense que la première de nos libertés, c'est quand même de pouvoir vivre dans un état en sécurité. Quand je dis dans un état, c'est sur un territoire. Ça veut dire pouvoir se déplacer librement. Je pense que la plupart de ceux qui sont là autour de nous ont dû faire des courses pendant les périodes de Noël. Vous avez, j'imagine, fréquenté les espaces commerciaux. Si vous êtes allé dans des centres commerciaux, vous avez probablement, quand vous en avez franchi les portes, accepté de soulever votre manteau. Vous avez accepté de présenter votre sac. Et vous l'avez fait. En soi, ça constituait déjà une petite restriction de liberté. Est-ce que pour autant, vous vous êtes senti privé d'une liberté fondamentale ? Est-ce que quelqu'un justement veut répondre à ça? Ah bah oui, regarde juste à côté de moi déjà, quelqu'un qui a répondu à l'appel de Flash Talk, d'ailleurs vous aussi qui nous regardez pendant que vous regardez l'émission, hashtag Flash Talk, vous nous dites ce que vous en pensez, vous réagissez également. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Swazik, Et d'où tu viens Swazik? de Normandie. Ah bah comme moi, voilà, on a déjà quelque chose en commun. Dis-moi, tu avais envie de réagir à la fois aux data flash, et est-ce que tu viens d'entendre? Oui, je suis d'accord pour restreindre mes libertés, celles comme vous dites, pour rentrer dans un magasin, de montrer notre manteau, notre sac, ça c'est pas un problème. Par contre, ce que j'ai entendu à la télé, les perquisitions sans le juge, les gens assignés à résidence, les informations privées sur Facebook, je pense qu'on a tous Facebook ici et moi ça me gêne énormément de savoir que mes infos privées peuvent être utilisées contre moi en fait. Je le savais en signant avec Facebook, mais aujourd'hui, dans un cadre de danger comme ça, j'ai un peu peur. Adrienne Charmalix, vous voulez peut-être répondre? Oui, moi je pense qu'on est toujours prêt à sacrifier une toute petite chose sans avoir l'impression que ça prête à conséquence. Il n'empêche que depuis quelques années, on a une inflation de lois et de situations où on finit par accepter à chaque fois de se soumettre à une surveillance un petit peu plus importante, en étant persuadé que de toute façon, on va jamais dépasser les bornes. Et puis on a pris l'habitude depuis 20 ans d'avoir effectivement des militaires dans la rue avec Vigipirate, alors qu'en théorie, avoir l'armée qui est censée intervenir à l'extérieur de la France, qui est en fait en permanence sur le territoire français comme si on était en guerre, ça ne devrait pas être une solution normale, une situation normale. Et ça crée un climat de peur aussi. Le fait d'être considéré en permanence comme quelqu'un potentiellement porteur d'une bombe ou en capacité d'agresser les gens ne devrait pas être considéré comme quelque chose de normal. Et je pense qu'on ne fait pas assez attention à la perte progressive de la présomption générale d'innocence des citoyens et qu'on cède vraiment trop facilement sur beaucoup de libertés et notamment de liberté d'aller et venir, de liberté d'expression et de droit à la vie privée et notamment sur Internet qui est aujourd'hui un espace très massif d'expression, d'information et d'échange. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Bruno Gassio? Vous avez l'impression, vous, qu'on rogne un petit peu sur vos libertés? Ah oui, complètement, oui. Mais vous l'acceptez? c'est pas d'aujourd'hui. C'est la naissance de Facebook, c'est que ce que Big Brother imaginait venant de l'extérieur vient de l'intérieur. Tout le monde ici met ses photos de vacances sur Facebook, dit qui il est, ce qu'il fait comme métier, où il se trouve. Il accepte d'être géolocalisé. Donc il suffit, quand on est un terroriste en puissance, il suffit de jeter son portable, sa carte de crédit, de ne pas être sur Facebook ni sur Twitter, et on ne trouve pas. Comment fonctionne
Je parle sous contrôle d'un commissaire de police qui a l'air de s'y connaître quand Oui, même. quand même un peu, oui. Comment fonctionne la communication dans les réseaux terroristes? Ils passent pas par Facebook, les gars. Ils passent par Facebook pour recruter, mais quand ils ont des choses importantes à se dire, ils ont soit un téléphone avec une carte qui sert que 2 fois, Avec une puce, bien et sûr, puis extérieure. oui. ensuite, dans les montagnes du Pakistan, dans les montagnes de Syrie, ils envoient quelqu'un à pied avec un message, il va parler à quelqu'un, qui va parler à une autre personne, cette autre personne donne sa réponse, ça revient à pied et ça revient aux oreilles. Il n'y a aucun satellite qui peut Mais- détecter ça. Très Donc, bien. Mais comment vous comprenez aujourd'hui, par exemple, la loi Je la renseignement, comprends. l'état d'urgence? Est-ce que c'est pas trop? J'ai l'impression que je vais me casser la figure. Non, je Je vais, vous rattraperai si jamais. Je comprends ça par le contexte. Le problème, pour moi, c'est pas dans un contexte précis comme aujourd'hui, où il y a des attentats, il y a des risques d'attentats, il y a clairement des gens qui ont décidé de nous faire peur et ils gagnent d'une certaine façon, puisqu'on est en train de discuter d'eux. Ben oui. Donc ils ont d'une certaine façon gagné. Ce qui me pose un vrai problème, c'est comment on sait que c'est fini. Comment on saura à quel moment on a gagné la guerre. On ne le saura jamais. Un terroriste, on voit ce que c'est. Ouais. On dit c'est lui, on l'attrape. Mais le on terrorisme tue. Le terrorisme, je ne sais pas. Et on ne sait pas quand ça se termine. C'est ça le problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste dans un climat de suspicion généralisé en permanence, Adrienne Charmet? Moi, je suis absolument pas d'accord avec le fait de dire que la sécurité est la première des libertés. Je pense qu'on doit absolument arrêter d'opposer les deux, de penser qu'on ne peut pas vivre libre si on veut vivre en sécurité, ou l'inverse, que la Je liberté les opposais pas, entraîne l'insécurité. Il y a la question de savoir ce qu'on veut réellement accepter comme risque, et puis il y a la question de savoir effectivement quand ça s'arrête, de savoir redescendre. Et aujourd'hui, on ne sait plus redescendre. On ne sait pas accepter de dire maintenant on va considérer qu'on revient dans un état normal. La preuve, c'est que l'état d'urgence est en train de se décliner dans une loi de réforme pénale qui va pérenniser. Est-ce que l'état énormément d'urgence ne va pas devenir un état le droit normal, commun, en voilà. fait, hein, voilà. Et c'est pour ça que je faisais référence à Vigipirate et au fait qu'en fait on n'est plus capable de redescendre. Qui osera un jour prendre la responsabilité d'arrêter Vigipirate? Donc ça, pour moi, on a besoin d'avoir une vision à très long terme et aussi à moyen terme. Et on a une classe politique qui joue beaucoup sur la peur, Bien sûr. qui joue beaucoup sur le sentiment que la restriction des libertés est un gage de sécurité, ce qui est faux. Et ça, on a vraiment besoin que les citoyens reprennent confiance dans les libertés qui seront aussi une garantie de sécurité générale et de développement de la société. Bien sûr. Valérie, Thierry, dans le public ici à la Maison de la Radio. Tu viens d'où, Thierry? De Paris 20e. Eh ben, bienvenue. Tu es chez toi ici. Qu'est-ce que tu avais envie de dire à l'un de nos invités? Apporte un témoignage? Oui, un témoignage pour la sécurité. Et je suis habitué quand je vais, par exemple, au Louvre et plus dans les magasins, j'ouvre ma veste. Voilà, et quand on me demande des consignes, je le fais avec gentillesse, voilà, avec respect. Et je remercie les soldats et la police. Jamais ça te gêne qu'on te demande justement d'ouvrir ton sac, de fouiller, de... En plus, j'étais fonctionnaire au Louvre, j'ai l'habitude de la sécurité au Louvre, avec les choses qu'il y a de valeur, et voilà, je suis habitué. J'ai toujours été fonctionnaire, j'ai toujours respecté la loi. Ouais, en plus, tu as respecté le code de la SAP. Regardez, Oui, c'est vraiment... C'est très, très l'invité le Je plus ne suis classe pas de l'émission. fonctionnaire, hein. Je respecte la loi aussi. Souhaiter une bonne année à toute l'équipe. Ah bah, c'est C'est très adorable. gentil. Voilà, C'est comme très ça, c'est gentil. fait. Bonne année à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Céline Berton, vous voulez justement Oui, réagir? deux points, parce que on n'est pas forcément fondamentalement en opposition, mais la question qu'on doit se poser, c'est pas de renoncer à notre liberté quotidienne pour être plus en sécurité, mais c'est est-ce que quand on demande non pas un renoncement des libertés, finalement, on demande simplement un petit peu plus de moyens pour avoir accès à des données qui sont utiles à des services qui... Et jusqu'où on va? Jusqu'où on accepte ce qui se passe? S'il se produit à nouveau quelque chose demain, qui va venir demander des comptes à qui? Observez ce qui se passe depuis lundi, depuis le 7 janvier, la veille du 7 janvier, la campagne médiatique. Qu'est-ce qui domine? Évidemment le recueillement. Et c'est quoi le deuxième sujet? C'est les failles. Les failles du système. Voilà, si ça survient, c'est qu'il y a des failles. Qui ici pour vous, c'est la bonne renoncera solution. demain à poser des questions s'il se passe quelque chose aujourd'hui? Et moi, je suis à la tête de commissaires de police à qui on demandera des comptes demain. Donc, je dis, le risque, il est gigantesque. On a cité tout à l'heure Benjamin Franklin, c'était le siècle dernier. Bien sûr. On sait d'abord qu'on est dans une société différente et que, qui plus est, par rapport aux 10 ou 15, 20 dernières années qu'on vient d'évoquer, on est aussi face à un risque réel. Alors, on est d'accord sur la position des politiques, on est d'accord sur la problématique de la communication qui sert un peu à faire peur, mais qui acceptera qu'il survienne quelque chose et qu'on ne demande pas des comptes ensuite? Et moi, je ne veux pas rendre des comptes alors qu'on n'a pas les moyens de faire.
Il y a une différence entre demander des comptes et travailler sur les failles. Nous, par exemple, on demande une enquête, notamment une enquête parlementaire, une enquête assez poussée sur l'efficacité et les stratégies, notamment du renseignement. Mais ça peut toucher la police aussi. On ne devrait pas avoir peur de faire ça. Travailler, interroger les failles, interroger... Les gens des services de renseignement sont les premiers à dire qu'il faut travailler là-dessus. Ça, on ne devrait pas avoir peur de faire ça. Or, on a un gouvernement qui refuse même qu'on se pose la question. Et on n'a toujours pas travaillé, on a des lois sécuritaires qui arrivent, toujours rien sur les causes très profondes de radicalisation, toujours rien sur les causes très profondes, sociales, culturelles, économiques. On met des pansements là où ça mériterait pas de... Manuel Valls refuse qu'on en parle, dit qu'il ne veut pas d'excuses sociologiques. L'explication, c'est pas l'excuse. Travailler sur les failles, c'est pas mettre en accusation systématique les services de sécurité. Je pense qu'il faut absolument pas être dans un débat manichéen là-dessus. Au début de l'émission, tout à l'heure, Tracy nous disait que ça ne la dérangeait pas de voir des militaires partout dans les rues. Notre camarade Thierry, à l'instant, nous disait que lui non plus, ça ne le dérangeait pas qu'on le fouille à l'entrée des magasins. Mais qu'en est-il de notre humoriste Dicoche, qui lui nous a ouvert son sac? C'est maintenant. Bon, la sécurité, ok, je peux comprendre. Mais la dernière fois, je voulais juste rentrer chez moi et... Je peux voir votre sac, s'il vous plaît, monsieur? Pour ouvrir un peu plus, je ne vois rien. Vous pouvez vider votre sac, s'il vous plaît, monsieur? Mais y a rien dans le sac. C'est la procédure. Ok, c'est bon. Vous pouvez ouvrir votre manteau, s'il vous plaît, monsieur? Sérieusement? C'est la procédure, monsieur. Et je vous rappelle que sur l'échelle Richter de la piraterie, nous sommes à ce niveau-là. Merci, monsieur. Hop. Vous portez des chaussettes ou des soquettes? Hein? Monsieur, je vous rappelle que c'est la procédure. Mais là, on a atteint un niveau de piraterie. Je suis comme vous, moi. Chaussettes ou soquettes? Bah oui, je porte des chaussettes. Bah, montrez-les-moi alors. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonjour, monsieur. Vous pouvez ouvrir votre sac, s'il vous plaît? Et voilà, j'ai trouvé aussi quelqu'un dans le public qui est prêt à ouvrir son sac, comme dans le sketch de Dicoche. Toi, ça te gêne pas du tout? Moi, ça me gêne pas du tout, vraiment. Je vois par exemple sur le hashtag FlashTalk, il y a Delimapo qui nous dit « C'est fou comme les gens sont prêts à brader leur liberté pour une surveillance qui plus est peu efficace. » Voilà, tu veux aussi, toi, interpeller un de nos invités? Oui, exactement. En gros, je voudrais parler par rapport à vous. En gros, parce que j'ai vu hier comme quoi il y a eu un petit incident devant un commissariat. Et il y a quand même une personne qui est décédée. Voilà. Une personne qui est décédée. Et donc, en gros, sur BFM, ils nous ont dit comme quoi tout ça, c'était faux, qu'il n'avait rien sur lui. Je sais pas, il y a trop de trucs que je me pose parce que des fois, les médias nous mentent aussi. Donc, je voudrais en avoir... Peut-être que vous pouvez en profiter pour recontextualiser. On parle de... Oui, alors on est d'accord. On parle d'une attaque qu'on a supposée comme étant une attaque terroriste visant des policiers devant le commissariat de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement. L'homme, alors je le précise parce que je suis intervenue sur BFM et je leur ai dit ce que je pensais de leur couverture de ce sujet-là. L'homme était porteur d'un hachoir. Ouais. Il courait vers les policiers. Les policiers l'ont sommé de s'arrêter. Je vous rappelle qu'on est en plan Vigipirate, en menace attentat. Donc on est dans un contexte extrêmement tendu. Donc les policiers ont sommé cet homme de s'arrêter. Il ne s'est pas arrêté, il a continué à courir vers eux, il a passé la main dans son manteau. Ils ont fait, à défaut de réussir à l'arrêter dans le cadre de la suspicion de la présence sur lui d'un engin explosif improvisé, ils ont fait usage de leur arme à plusieurs reprises et ils l'ont malheureusement tué. Je dis malheureusement parce que c'est pas une satisfaction de tuer qui que ce soit. L'objectif des policiers dans ces cas-là, c'est de neutraliser. Alors, on s'est rendu compte a posteriori, mais après intervention du laboratoire central de police et après intervention des démineurs, qu'il était porteur sur lui d'un engin explosif factice. Oui. Mais je mets quiconque au défi, dans une telle situation, de savoir que le bouton poussoir correspond à
à un vrai truc ou un faux, factice quoi. ou un faux. Ouais. Voilà. Les policiers ont appliqué la procédure qui était prévue. Il est regrettable qu'il y ait voilà. Et ça s'appelle la légitime défense. Ça s'appelle un suicide aux flics, en fait. Aujourd'hui, si on court vers un commissariat avec un hachoir à la main, il faut s'attendre quand même à une riposte un tout petit peu supérieure à ce qu'elle fut. Et quand on a ce type de comportement, on est soit totalement crétin, soit suicidaire. On est. Alors après, non mais pour répondre à votre question, ce que ont fait les policiers, c'est ce que probablement moi j'aurais fait. Un mec qui court vers moi avec un hachoir avec probablement un truc qui ressemble à une bombe sur lui, je tire dessus. Alors les jambes, le neutraliser, tout ça, j'ai peut-être pas le temps dans l'instant de savoir où je tire. Donc je tire dans le tas. Dès que sur BFM TV, ils nous montrent des gens, des personnes, des témoins qui nous disent comme quoi la personne n'avait rien sur lui, que les personnes n'avaient vraiment rien sur eux. Je comprends pas pourquoi on va lui tirer dessus. Mais qui, la attendez, personne, elle a rien. Ils disent qu'il a crié, mais il a rien crié. Est-ce que c'est BFM TV qui est chargé dans notre pays de l'établissement de la vérité? Voilà, c'est ça. Non, la manifestation de la vérité, c'est la justice. On peut dire qu'ils nous mentent. Mais non, les médias, là où je vous rejoins, c'est qu'on a un certain nombre, je les mets pas tous dans le même sac, on a un certain nombre de médias qui sont totalement irresponsables, et BFM en tête, sur leur course à l'information. Et je préciserai, parce que je leur ai dit hier, quand je suis intervenue sur leur plateau, en plus c'est dangereux. C'est dangereux dans cette espèce de création d'une ambiance anxiogène, et c'est dangereux ça participe à la peur ambiante. Ça participe à la peur ambiante. Ouais. Je vais vous garantir qu'à mon avis, à nouveau, toute la France était devant sa télévision encore hier à midi. Donc ça participe de cette ambiance qui est pas saine. Et en plus, ça met en danger les équipes sur le terrain. On contrôle les médias aussi ou... Non, c'est pas ma demande. Moi, j'en appelle à l'éthique. Et c'est pour ça que je ne mets pas tous les mêmes médias dans la même... Bien sûr. Et en même temps, on voit même qu'avec un gouvernement de gauche ou qui se dit de gauche, dans une... Voilà, on a déjà commencé à déraper sur un certain nombre de choses. Par exemple... Vous pensez à la déchéance de nationalité, par exemple? Alors, ça par exemple, mais même au-delà de ça, parce que ça, c'est extrêmement symbolique dans tout ce que ça peut avoir d'odieux et de totalement inefficace et purement symbolique. Mais par exemple, dans la période d'état d'urgence, on a un certain nombre de parlementaires qui ont voté sous une pression extrêmement forte, médiatique, populaire, gouvernementale, l'état d'urgence. Et puis moins 7 députés, il faut le signaler. 6. Et qui ont eu beaucoup de courage et qui l'ont fait avec les mains tremblantes, mais qui l'ont fait. Un certain nombre de parlementaires se sont rendus compte, 10 jours, 15 jours plus tard, que l'état d'urgence servait à empêcher un certain nombre de manifestations, à assigner à résidence un certain nombre de militants fichés, notamment militants écolos. Voilà, le dérapage est extrêmement rapide. Même pour un gouvernement qui commence à avoir peur de sa propre population, de ce qui peut se passer, dérape à toute vitesse. Dans la loi sur le renseignement, ce qu'on avait notamment pointé, c'était le champ d'application extrêmement large de la loi renseignement, où en fait, dès que vous avez une activité un peu politique, un peu militante, si on interprète de manière complète la loi renseignement, vous pouvez être surveillé systématiquement. Et donc, petit à petit, on va modifier nos comportements. On va arrêter d'aller chercher tel truc sur Internet parce qu'on ne sait pas trop si on peut être surveillé. On va considérer que nos mails peuvent être lus. On va considérer que nos SMS peuvent être lus. Et là, on arrive dans une société qui va modifier ses propres comportements, s'auto-censurer et perdre ses libertés fondamentales dans une espèce d'ambiance de peur et de demande sécuritaire toujours plus grande. Clara, avec le hashtag FlashTalk, nous dit comment peut-on s'indigner d'une petite restriction de nos libertés alors qu'on est en train d'essayer d'arrêter des terroristes. Je vous l'ai dit, vous êtes nos invités, vous êtes emparés du débat avec le hashtag FlashTalk sur les réseaux sociaux. Vous avez bien raison, vous êtes nos invités, mais j'en ai une autre spéciale. Je suis venu avec une autre invitée, une copine, c'est Louison. On est copines depuis tout à l'heure. Louison, elle est dessinatrice de presse, notamment au Parisien Magazine. Et toi, tu t'es proposé de croquer un peu tout ce qui va se dire dans cette émission, dans ce Flash Talk. Alors, on peut regarder le premier dessin, Louison ? Alors, ce dessin donc reprend ce qu'on vient de dire en fait sur l'état d'urgence qui effectivement devait durer 3 mois et qui probablement va durer plusieurs mois et plusieurs années peut-être aussi. Donc, j'ai repris le slogan sur lequel a été élu le président de la République sur le changement, c'est maintenant. Là, c'est l'état d'urgence, c'est maintenant, et il rajoute et c'est tout le temps. Voilà. Pour revenir à ce qu'on se disait, est-ce que vous considérez, Céline Berton, qu'aujourd'hui la police manque de moyens, les renseignements manquent de moyens ? On en revient au paradoxe du début de l'émission, c'est
Et je pense qu'il va nous animer tout au long de Non, mais l'émission tout à d'ailleurs. fait. Non, mais c'est bon. Et une fois encore, on n'est pas. Vous savez, nous ne revendiquons surtout pas un État policier. Parce qu'une fois encore, nous sommes une police républicaine et nous sommes aussi derrière les policiers des citoyens attachés à nos libertés. L'idée, c'est de dire, on exige une quasi-obligation de résultat. Il faut mettre en face des moyens. Ou alors on accepte collectivement, et le politique l'accepte aussi, une certaine marge d'impuissance. C'est quoi cette marge d'impuissance? C'est de dire on n'arrivera jamais à tout empêcher. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et on vit avec. Au nom de la sécurité de tous, faut-il restreindre la liberté de chacun? C'est bien la question qui nous anime depuis le début de ce débat. On l'a vu, même l'extrême liberté, on en parlait à l'instant, que nous offre Internet est menacée. Pourtant, il s'en passe des choses sur la toile, des débats, des échanges, même des dérapages. Est-ce qu'on peut encore tout dire sur Internet? Même les sujets les plus graves sont parfois traités avec humour et franchement, on ne va pas se mentir, ça fait du bien. Rions un peu avec le Story Flash, préparé en collaboration avec la plateforme de veille Twitter VisiBrain. 13 novembre 2015, une série d'attentats secoue la France, 130 personnes tuées, plus de 350 blessés. Dès le lendemain, John Oliver, animateur de Last Week Tonight sur HBO, rend un hommage hilarant à la France. If you're in a war of culture and lifestyle with France, good fucking luck. Jean Moundir constate, faire de l'humour aujourd'hui, c'est comme apprendre à lire à un footballeur. C'est nécessaire, mais c'est pas facile. Internet est formel, le rire libère. Un sursaut patriotique s'empare du web français. Géraldine Dulas cite Pierre Dac qui rappelle que le rire des armes, ne l'oublions pas, accompagné d'un drapeau tricolore vert, blanc et orange, signé de l'Association mondiale des daltoniens. Tandis que Freud is Alive est retweeté 5647 fois, pour cette observation, les parlementaires se sont tous levés après le discours de Hollande. Vous le surnommiez Flamby, en fait le mec c'est Danette. Dr Strangelol explique à sa façon le geste des terroristes. Il s'appelle Abdelhamid Abaoud et il habite Molenbeek. Je pense qu'il s'est radicalisé parce qu'il n'arrivait pas à se faire livrer de pizza. Mais Guadavelli trouve cela difficile à comprendre. Avec Charlie, c'était simple, il y avait les Kouachi et Koulibaly. Là, il y a trop de noms, je sais plus qui est qui, on dirait Game of Thrones. L'état d'urgence s'installe et les perquisitions musclées se multiplient. Bonjour, c'est pour les calendriers. Comme chez Jawad, le logeur des terroristes qui dit qu'il n'était au courant de rien et qui va inspirer des dizaines de punchlines comme celle-ci. C'est vrai, ils m'ont demandé si je savais faire une bombe, mais moi je pensais qu'ils allaient à la piscine, au calme. Face aux menaces, les Belges décident de soutenir les forces de police avec le hashtag Bruxelles Lockdown. Et dès LOL4, 356 160 tweets. Face à l'adversité, décidément, Internet ne sera jamais sage. Voilà, on peut rire sur Internet, mais c'est pas l'avis de Pierre qui nous dit on ne peut pas faire d'humour à partir de ces éléments dramatiques. C'est une honte, on ne peut pas rire de tout. Il faut contrôler la toile, ça va trop loin. Vous aussi, vous continuez à réagir. Hashtag FlashTalk. Mais toi, par contre, ça t'a fait un peu sourire quand même. Ouais, j'ai trouvé ça marrant parce que, comme disaient des proches, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc, je trouve important aussi de garder ça à l'esprit. Et puis, on ne peut pas non plus interdire les gens de faire des jeux de mots sur l'actualité. Enfin, ce serait réduire la liberté d'expression, surtout sur Twitter, où c'est le grand jeu de faire de l'humour sur l'actualité. Donc, non, toi-même, t'as tweeté des punchlines un peu ou pas? Ah non, moi, j'ai pas tweeté de punchline. Je suis pas doué pour ça. Par contre, t'es doué pour poser les questions. Une question en plus? Comment on peut réduire la liberté fondamentale alors que le truc dont on aurait le plus besoin, ce serait de liberté justement pour faire front face à la peur. Voilà, ce serait ma question. À nos invités, Valérie. Alors moi j'avais une toute petite question juste avant de répondre à la tienne, pour reprendre un petit peu ce qui a été montré là dans le Story Flash. Bruno Gassio, est-ce qu'on peut rire aujourd'hui de ces événements dramatiques? Mais bien sûr qu'on doit rire de ça. Après, c'est un vous a fait problème marrer, de timing. les Jawad et compagnie Jawad, oui, ça nous a fait rire du début à la fin. Ouais. Quand on l'a vu en direct, on a dit ce mec est fou, il ment, il se fait arrêter en direct et après, ça a été un déferlement. D'ailleurs, je disais au commissaire, Twitter, c'est la trouille des humoristes. Parce qu'il y a 1 milliard d'humoristes et ils sont vachement meilleurs en fait. Les meilleures vannes, elles sont sur Twitter. Après, est-ce qu'on peut rire de ces événements? C'est un problème de timing. Je vais vous donner un exemple. Je travaille beaucoup avec Patrick Timsit, qui un jour va visiter Auschwitz et on n'arrête pas de faire des blagues entre nous, évidemment, parce qu'on est entre bonne compagnie sur les fours, les conneries, bon, et on ne les fait pas à l'extérieur parce qu'on ne sait pas qui écoute. La parole privée, la parole publique. Patrick, quand il était, t'as des vannes qui sont venues, il m'a dit 1 tonne.
mais j'ai attendu d'être sorti du camp pour les faire. Et c'est un problème de timing. Le soir où il y a un mort, moi, j'ai pas envie de rire. Le lendemain, je commence à rire du contexte. Et puis plus ça va, plus on s'approche de la plaie. Mais travailler très près de la plaie le jour même, on fera rire personne. Bien Donc sûr. c'est un problème de timing. Adrienne, vous vouliez réagir? Ah mais heureusement qu'on peut rire aussi. J'imaginerais même pas qu'on puisse interdire ou empêcher ce genre d'humour. D'une part, c'est la catharsis, quand on fait sortir l'émotion aussi. Je doute qu'il y ait grand monde qui le fasse sans respect pour les victimes. Et je crois qu'on a la liberté d'expression sur Internet, c'est la liberté d'expression vraiment pour tous, mais l'humour, en tout cas, moi je retweet et j'en fais aussi qui sont pas forcément aussi bons que ça. Mais Bon, alors attendez, j'aime bien on ça. a une réclamation ici du côté de William, le public de Flash Talk, qui avait posé une question il y a quelques instants, à savoir... Dans un climat de peur comme le nôtre actuellement, pourquoi on veut tant réduire la liberté alors qu'il faudrait au contraire les mettre en avant pour pas montrer qu'on a peur et pour pas céder aux terroristes céder aussi. aux terroristes. Ah bah, et tant qu'on n'a pas de réponse, on insiste, nous. hein. mais vous faites bien, vous faites bien. Céline Berton, vous vouliez peut-être réagir? Est-ce que dans votre mode de vie aujourd'hui, vous avez renoncé à une liberté fondamentale? Qu'est-ce qui dans votre vie aujourd'hui a changé? Est-ce que vous avez renoncé à une liberté fondamentale? L'acceptation qu'on demande aujourd'hui, et ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est la question du contrôle. Bien sûr. Quand on a parlé tout à l'heure du glissement, des mauvaises mains, c'est la question du contrôle. Le contrôle, il est fondamental, et je pense qu'on se retrouvera tous d'accord sur ce point-là. C'est qu'on puisse continuer à vivre comme on vit aujourd'hui, en se soumettant à quelques logiques de contrôle qui n'ont pas vocation à limiter votre liberté, mais simplement à vous permettre d'être un peu plus sécurisé pour les exercer. Oui, moi je vais dire ce que j'ai perdu comme liberté fondamentale depuis quelques années. J'ai perdu la liberté d'avoir des échanges, des communications dont je sois absolument sûre qu'elles sont totalement privées. Je suis une activiste politique. Je sais que je peux rentrer dans les champs de la surveillance. Je sais qu'aujourd'hui, si je ne chiffre pas mes mails, je n'ai pas la garantie qu'ils soient réellement privés. Alors qu'on explique que le chiffrement, c'est rendre voilà. absolument illisible mes Crypté, mails, crypté des mails, entre voilà. l'expéditeur et le destinataire. Ça, concrètement, c'est une liberté que j'ai perdue. Je ne suis plus capable aujourd'hui de savoir quel est le niveau de surveillance qui est exercé sur moi. C'est pas forcément le cas de tout le monde ici, mais c'est potentiellement le cas de toutes les personnes qui s'engagent dans un point ou un autre. Dans le public de Flash Talk, excusez-moi, j'ai justement Naïma, qu'on a déjà vu dans cette émission. Ouais. Bah Ouais, oui. ouais, je suis fan. Naïma de Saint-Ouen, Fidèle. merci en tout cas d'être là. Tu veux réagir à ce que tu viens d'entendre? Ouais, alors déjà, je voudrais donner un point de vue et puis ensuite poser une question. Moi, je pense qu'on est dans une société de plus en plus liberticide et ça, c'est une réalité. D'autre part, les libertés telles qu'on les conçoit aujourd'hui, que vous dites qu'il faut nous permettre d'exercer avec un certain cadre, c'est un peu un non-sens. On ne peut pas avoir des restrictions pour permettre d'exercer des libertés, ça ne marche pas comme ça. Et ta question, Naïma? Et ma question, elle est très simple. Moi, je suis absolument contre restreindre mes libertés. Je suis pour qu'on m'en donne plus. Et je suis surtout pour un plus grand contrôle de la police. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, et tous les jours, on a des informations à travers toute la France. Il y a plein d'enquêtes qui sont en cours par rapport à des morts dont on n'a jamais élucidé leur décès. Donc, à un moment donné, le contrôle, c'est pas aux citoyens qu'il faut l'imposer, c'est aussi à la police, à de nouvelles méthodologies de travail qui soient claires pour tout le monde. La transparence est fondamentale dans une société saine. Bon, bah, je crois que c'est une intervention un peu visée. Hein. C'est très clair. Céline Vous, la Berton, représentante de la police. Céline Berton, c'est voulait peut-être pour vous, répondre. ça. Hein. Ouais, j'y répondrai extrêmement facilement. Alors je vous le rappellerai au passage, on est la police. Je dis pas que tout est parfait, hein, que les choses soient claires. Le métier de police est un métier extrêmement difficile. Et moi, quand vous me parlez de ça, moi, je pense à mes collègues qui sont morts à Charlie il y a un an. Je pense à mes collègues qui ont mis leur vie en danger le 13 novembre pour abattre un des terroristes dans le Bataclan. Je pense à un article qui est paru dans le Charlie de cette semaine. Et je vous invite à aller le voir parce que Charlie qui rend hommage à la police, c'est quand même un truc un peu iconoclaste. Le premier des journaux satiriques qui rappelle que son rôle, c'est de critiquer les institutions quand elles dysfonctionnent, mais de rappeler quand elles fonctionnent et de rendre hommage à la police pour sa méthode d'intervention le 7, le 8, le 9 janvier 2015 et le 13 novembre 2015, je crois que ça doit être aussi dit. Il n'empêche que nous devons demeurer, et nous sommes la police la plus contrôlée du monde, et qu'il est normal qu'on rende compte de notre action. Mais je crois qu'il ne faut pas tomber dans la caricature, parce que l'action de police, elle s'exerce dans un cadre qui devient... En général, vous savez, on intervient quand ça ne se passe pas bien. C'est le principe.
c'est qu'on est dans une société dans laquelle on a renoncé, je vous le rappelle, à des libertés dans le cadre d'un contrat social parce qu'on accepte le règle de vivre ensemble. Sinon, on part tous vivre en forêt comme des sauvages et c'est le plus fort qui gagne. On peut aussi accepter ça, hein. Mais donc, l'action de police, c'est intervenir quand malheureusement il faut aider à régir les règles sociales. Ça suppose d'exercer une contrainte. Le contrat social est fondamental dans une société, je vous l'accorde, à l'image de Rousseau et de bien d'autres auteurs qui ont écrit là-dessus. Moi, je suis convaincue que la confiance entre les citoyens et l'État, tel qu'on se le représentait peut-être il y a 20 ans, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de citoyenneté ou de choses comme ça, qui ne sont plus du tout étudiées à l'école. Faute à l'État, parce qu'on n'a plus les heures allouées à ce genre de choses. La notion de république même, à part quand il y a un événement grave, elle est totalement dénuée de sens pour la plupart des vingtenaires aujourd'hui. Moi, je crois qu'il y a un vrai problème d'éducation populaire que bon nombre de partis, quels que soient les extrêmes, ont complètement laissé tomber. Et le contrat social, c'est un contrat de confiance. On est d'accord, mais et je vous dis que cette logique de contrôle, c'est aussi, et c'est un sujet auquel nous sommes attentifs, c'est d'être capable de recréer une relation de confiance. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus caricaturer. Vous faites une présentation un petit peu, je pense, exagérée de l'état de la police de notre pays. Mais on peut aussi considérer qu'il n'y a pas confiance et les policiers n'interviennent plus et on regarde ce qui se passe. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ne méritent pas cette mise en cause. Et moi, je suis fière de la police de mon pays. Et je suis fière aujourd'hui du fait que s'il n'y a pas 1200 morts au Bataclan, c'est parce que les policiers ont mis en jeu leur propre vie. Mais pourquoi tout le temps opposer sécurité et liberté alors que les deux pourraient fonctionner ensemble? Est-ce qu'on est hors la loi quand on tente de protéger ses données personnelles sur Internet? On en a parlé tout au long de l'émission. Justement, ma camarade Valérie s'est inscrite à un café vie privée organisé par différentes associations de lutte pour la protection des données personnelles. Elle y a rencontré évidemment des activistes, mais aussi des citoyens lambda. Vous comprendrez donc que certains témoignages sont anonymes dans le 3 minutes. Vous ne connaîtrez ni leur nom, ni leur prénom. Ils sont activistes geeks, programmeurs, passionnés de code et surtout très inquiets. Une fois par mois, les membres du Café Vie Privée animent des ateliers gratuits ouverts à tous pour alerter les utilisateurs d'Internet sur la récupération de leurs données personnelles par les gouvernements ou les grandes entreprises mondiales. Si le facteur ouvrait tes courriers tous les jours le matin, tu trouverais ça hallucinant et pourtant c'est ce que fait Gmail. Toutes les personnes qui ont un compte Gmail, c'est exactement ce qui se passe avec Google. Et quand on leur dit mais c'est l'équivalent de ton facteur qui ouvre ton courrier, qui le regarde, qui te le remet, tout le monde dit ah mais c'est hallucinant, je ne laisserai jamais faire ça. Alors pourquoi tu le laisses faire avec Gmail? Des trucs et astuces pour se protéger, mais aussi de vraies réflexions sur la politique actuelle. Toutes les données sur Internet sont faites capter, mais il n'y avait pas de preuve. Snowden, lui, a ramené la preuve que tout était capté au niveau, du gouvernement, de la NSA. Il y a des métadonnées qui vont, par exemple, être captées et des personnes vont être inquiétées alors qu'ils ont rien à voir avec des milieux terroristes. L'attentat de Boston. Suite Voilà. à l'attentat de Boston, il y a une famille qui a vu le GIGN débarquer, enfin l'équivalent du GIGN débarquer chez eux parce que le père avait cherché engrais le lundi sur Google et la mère cocotte minute le vendredi. Et donc du coup, c'était les explosifs qui avaient été utilisés sur les attentats de Boston et donc ils ont envoyé directement le GIGN le lendemain à la maison en disant vous êtes des terroristes. Si on se met 2 secondes à la place du gouvernement, comment on fait pour mieux traquer les terroristes? Comment on fait? Parce que sachant qu'ils ont une forte présence, voire même une certaine puissance sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on ne peut pas comprendre quand même le lien qui se fait? En fait, il y a déjà 2 choses à distinguer. C'est que ce qu'on voit sur Internet, c'est juste de la propagande. C'est pas par Internet qu'ils vont s'organiser, qui vont monter des attentats terroristes ou des choses comme ça. La partie vraiment mettre en place des attaques terroristes, c'est clairement pas par Internet qui passe. Et on aura beau surveiller tout ce qu'on veut, ça passera pas par Internet, on ne les aura jamais. Et là, vous allez faire vos ateliers, c'est On ça va aller faire les ateliers. Ok, très bien, je vous suis pour les ateliers. Je choisis l'atelier intitulé « Hygiène numérique ». Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous dit « Oui, mais moi, j'ai rien à me reprocher, donc après tout, ils peuvent aller contrôler mes données, ils peuvent aller lire tout ce qu'ils veulent ». Eh bien, cette personne, je lui demande, j'ai la même réponse à chaque fois, je lui dis 2 choses. Je lui dis « Donne-moi ton code bancaire, je t'autorise autorise-moi à mettre une caméra dans ta chambre à coucher, dans tes toilettes et dans ta douche ». A priori, sur ces 4 questions, il y aura au moins un non. Et bien souvent, les gens ont toujours quelque chose à cacher. On a eu aussi la Seconde Guerre mondiale qui est passée par là, où on a des gens qui ont été obligés de se cacher juste pour une religion. On se retrouve à l'heure actuelle en état d'urgence
Ou juste le fait d'être musulman est suspicieux. C'est quoi demain ? C'est avoir un croissant sur la poitrine, et là, dans ces cas-là, on aura quelque chose à se reprocher. L'un des fondateurs des cafés vie privée conclut l'atelier. Surtout après ce qu'on voit après au niveau de nos politiques, quoi, ça fait un peu flipper. Et ça va s'empirer en fait, c'est ce qu'il faut se dire. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer. Et ce qu'on vous dit aujourd'hui, les applications qu'on vous donne, les petites astuces à faire sur votre ordinateur, n'hésitez pas à le faire autour de vous. Le message est clair et sans cryptage. Et notre invitée très spéciale, dessinatrice de presse, Louison, continue de croquer l'émission Flash Talk pendant que vous y participez avec le hashtag Flash Talk. Alors, toi, tu protégerais tes données personnelles, Louison ? Non, parce que je pense qu'à partir du moment où on est sur Internet, on ne protège pas grand-chose. Et en même temps, je pense que le débat, juste pour apporter un argument, c'est que Twitter, dont on dit on est surveillé, oui, mais on a quand même un espace de liberté totale, de parole, ce qui est quand même... Il y a certains pays où Twitter n'existe pas. Je pense à l'Iran, où j'ai des collègues dessinateurs qui n'ont pas accès à Twitter, ni à Facebook, ni autres, et qui seraient bien contents que leurs données soient visibles et bien contents de pouvoir aussi communiquer avec leurs amis, leurs familles et compagnie. Alors justement, Twitter, les libertés, Internet, ça t'inspire aussi des dessins. Alors je reviens un peu sur justement la question de est-ce qu'on peut rire sur Twitter, est-ce qu'on peut ne pas rire sur Twitter. Je pense qu'on a une année très lourde où il a fallu absolument rire, sinon c'est rire pour ne pas pleurer, c'est vraiment ça. Donc j'ai fait ce petit dessin en disant est-ce que, je ne sais même plus ce que j'ai fait, oui, peut-on rire des attentats ? Regarde, je bois beaucoup. Ouais, j'ai l'impression, dis donc Louison. D'ailleurs, sur donc un personnage qui peut être moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fout. Je vois pas pourquoi les terroristes seraient les seuls à se fendre la gueule, ce qui revient aussi sur les kamikazes, ce qui est aussi une façon de faire un peu d'humour noir, mais l'humour noir reste de l'humour et reste nécessaire à tout le monde, je pense. Un deuxième dessin peut-être ? Et pareil sur la même question, est-ce qu'on peut rire des attentats ? Moi j'ai réussi à rire le 8 janvier alors que j'ai perdu des amis, et donc... une blague bien grasse, tire sur mon doigt, tout le monde la connaît. Je vois des jeunes qui rigolent là-bas, qui doivent la faire tous les matins à leurs parents. Voilà, donc une petite blague de prout, ma foi, c'est la vie, c'est bien, et on en a besoin. Voilà, Louison qu'on va retrouver à la toute fin de l'émission pour la clôturer. Et j'en profite justement pour réagir sur le sujet, le 3 minutes qu'on vient de voir. Maïma du public, toi, qu'est-ce que tu avais envie de nous dire ? Je rejoins ce qui a été dit. Internet, c'est un lieu où l'on exerce notre liberté et c'est ce qui représente d'ailleurs notre liberté. C'est là où on s'exprime, on rigole. Seulement, je pense qu'avoir à crypter nos informations, c'est inutile, c'est une lutte vaine. Parce qu'avant tout, Internet, c'est virtuel. Nous ne savons pas à qui nous avons affaire derrière l'écran. Alors, Adrienne Chamalix. Oui, mais juste Bruno Gassio d'abord. Comme tous les outils, il faut savoir s'en servir et pas les confier à n'importe qui. Si vous donnez une perceuse à un bricoleur, il va faire des trous. Si vous donnez une perceuse à un serial killer, il va en faire autre chose. Donc il faut apprendre à se servir. Ça dépend s'il est bricoleur, Bruno Gassio. Il peut être bricoleur, le serial killer. Il peut avoir à taper une maison dans le dos. Il va chercher la petite bête. Ouais, Adrienne Chamalix. Il faut s'en servir, je vais m'inscrire à votre truc. Ouais. Il y a plusieurs choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. La première, c'est de dire que Internet est... il faut arrêter de dire Internet est utilisé par les terroristes. Internet est utilisé par 90% de la population. C'est comme si vous disiez, les voitures, c'est quand même dangereux parce que c'est un outil que les terroristes utilisent pour aller faire des attentats. Tout le monde utilise une voiture. Aujourd'hui, c'est vraiment Internet, c'est l'outil avec lequel on communique, c'est l'outil avec lequel on fait absolument tout. On fait ses courses, on regarde ses comptes, on reçoit son courrier, on communique avec sa grand-mère. Et il ne faut pas prendre l'outil pour la cause ou pour... voilà. Ça, première chose. Deuxième chose, Internet n'est pas une zone de non-droit. Et je dis ça aussi pour Louison et oui, bien Facebook, sûr, etc. Il y a des législations qui concernent Internet. C'est aussi quelque chose sur lequel on travaille beaucoup à la Quadrature. On ne s'occupe pas que de parler de terrorisme. Il y a des législations françaises, européennes qui sont vraiment pas parfaites, qu'on essaye de faire améliorer pour protéger un peu mieux les citoyens face notamment à la collecte massive de données par Facebook, par Twitter, etc. Il faut voir aussi qu'il y a quelque chose qui s'auto-entretient entre la surveillance par les services de renseignement ou de police et la collecte de données par les entreprises. Plus les entreprises collectent de données, plus ça nourrit les services de renseignement. Donc avoir une bonne hygiène, ce que disaient les petits camarades des cafés vie privée,
Une hygiène de l'Internet, c'est important, et ce n'est pas une chose vaine. C'est-à-dire qu'on a les capacités de manière relativement simple. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu hors la loi? Est-ce qu'on se met On pas n'est pas hors hors la loi? heureusement, encore jusqu'à aujourd'hui, et j'espère que ça va continuer, même si on a pas mal de craintes. On a absolument le droit de chiffrer ses communications, on a le droit de ne pas utiliser Google, on a le droit de protéger son anonymat, et j'espère que ça va continuer. On devient suspect alors à ce moment-là? On risque... quand même. Pas à ma connaissance. Aujourd'hui, on a un discours, par exemple, du ministre de l'Intérieur, à chaque fois, ou de certains représentants de la justice ou de la police, qui disent à chaque fois, il y a toujours ce truc, ils chiffraient leur communication. Aujourd'hui, vous utilisez des applications hyper grand public du genre WhatsApp ou un iPhone ou autre. Vous chiffrez vos communications comme des terroristes. Est-ce que les terroristes les chiffrent parce que ils utilisent juste des applications chiffrées? Est-ce qu'ils les chiffrent pour se cacher? Ça, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que alors pour le savoir, est-ce qu'on ne donnerait pas plus de moyens aux renseignements pour que justement ils puissent analyser ces données? Je pense qu'ils en ont largement assez depuis les dernières lois qui ont été votées sur la collecte d'informations. Vous avez assez d'informations avec la collecte d'informations? Il faut faire un parallèle sur tous ces outils de communication chiffrés. Il faut faire un saut 20 ans en arrière. 20 ans en arrière, on a autorisé les interceptions de communication téléphonique. Téléphonique, absolument. Alors, il y a 100 ans en arrière, on aurait pu prévoir les interceptions de pigeons. Hein. Ben, il y a 20 ans, ça a été les téléphones. Aujourd'hui, force est de constater que l'outil, le privilégié pour communiquer, c'est Internet. Et sur Internet, il y a des données qui sont, il y a des données cryptées qui sont difficiles à déchiffrer. Voilà. Est-ce qu'on doit accepter ou pas de rester complètement aveugle pour s'intéresser non pas à la totalité des communications, mais à celles qui surtout sont que dans d'autres pays on le fait, ce qui voudrait dire que la France deviendrait l'idiot du village numérique. Une fois encore, c'est est-ce qu'on accepte une marge d'impuissance? Si la société dans son ensemble nous dit on l'accepte, on ne vient pas de vous demander de compte, quand il y a 1, quand il y a 10, quand il y a 20, quand il y a 100, quand il y a 200 morts, dont acte. Je pense que c'est un peu trop caricatural comme vision. On n'est pas obligé d'être totalement aveugle et on n'est pas obligé d'être totalement intrusif. Il y a un pays européen qui a les Pays-Bas. La semaine dernière, le gouvernement des Pays-Bas a demandé à ce que le chiffrement soit renforcé et a dit on ne luttera pas contre le chiffrement, contrairement à la France, au Royaume-Uni ou aux États-Unis par exemple, en disant le poids à faire payer en termes de vie privée et de liberté individuelle pour notre population est trop fort. On préfère avoir une part d'aveuglement qui ne sera jamais totale. Il ne faut pas penser qu'à partir du moment où on n'autorise pas la surveillance généralisée, on est dans l'aveuglement. C'est pas vrai, il y a d'autres manières de faire. Ils ont fait le choix, et je trouve ça extrêmement courageux, et j'aimerais beaucoup que le gouvernement français, au moins, y réfléchisse, de dire le poids qu'on fait peser à notre société en termes de surveillance est trop important par rapport à ce qu'on veut avoir comme résultat. Je trouve que c'est le signe d'une société intelligente, ouverte et probablement plus sereine sur la manière dont elle envisage le débat. C'est difficile en France parce qu'on a eu des morts, mais on ne grandira qu'en allant dans ce type de réflexion-là. Bruno Gassio, est-ce que vous faites attention quand vous envoyez un mail? Je ne fais plus rien de très important sur Internet. J'ai été surveillé. Non, mais j'ai été surveillé. Il y a une histoire qui date de 2000 et des boirettes où j'ai été... on a écouté mes conversations téléphoniques. On a lu mes mails. On m'a suivi. Ouais. Je ne l'ai pas su, ça s'était très bien fait. En fait, je ne l'ai pas vu. On me l'a annoncé 3 ans après. Vous étiez en conflit avec la direction de Canal+ à ce moment-là? Avec une partie de la direction de Canal+. Il y avait pratiquement plus de direction à ce moment-là. Ouais. Et depuis ce jour-là, mes mails servent à des choses professionnelles. Donc, voilà, c'est mon entreprise. Et tout ce que je dois faire au niveau syndical ou privé, les mails me servent à donner des rendez-vous. C'est-à-dire, on se voit à tel endroit, à telle heure, et puis on parle directement avec les personnes. Mais ça vous choque pas? Ça vous pose pas un problème? Ça me pose un problème parce que l'outil que j'ai, je ne peux pas m'en servir pleinement parce que je n'ai pas confiance dans cet outil. Et tant que j'aurai pas confiance dans cet outil, je ne m'en servirai pas pour des choses très importantes. Je m'en sers comme la demoiselle. Je vais voir des conneries sur Facebook, on rigole. Twitter me sert à dire des bêtises, mais les choses importantes, je les fais pas sur le net. Un petit mot de conclusion peut-être? Oui, simplement pour préciser que cette surveillance-là, elle n'est pas systématiquement celle des services de renseignement ou des services étatiques. Pas que. Il faut se rappeler quand même que voilà, entre les officines privées, les GAFAM, donc ne faisons pas le lien, l'assimilation systématique entre ce type de surveillance et l'État. C'est important. Et pour répondre à la demoiselle tout à l'heure qui parlait de la loi et de la République, la loi, les règlements privés intérieurs aux grandes entreprises priment aujourd'hui sur la loi commune. C'est-à-dire que quand on a un lanceur d'alerte, c'est à eux que je pense,
si on dit j'ai vu telle exaction dans mon entreprise ou malversation, la dénoncer fait qu'on est licencié. Alors que la loi commune nous oblige à dénoncer à la police en disant il y a telle personne a fait une exaction. Un crime, et je suis moi pour bien dénoncer. sûr. Alors je vais faire un truc choquant. Si je vois un gamin qui vole un chewing-gum, je lui fais un clin d'œil, je ne vais pas le dénoncer. Si je vois un mec qui tue une vieille, je le dénonce. Parce que ça me semble, dans la hiérarchie et dans le curseur où on met, bon pour la société qu'un mec qui a tué quelqu'un aille en tôle. Par contre, ça me paraît pas bon qu'on emmerde un gamin qui a piqué un chewing-gum. Il faut l'attraper dehors en lui disant « fais plus, s'il te plaît ». Parce sûr. que c'est pas si grave. D'une phrase Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur les lanceurs d'alerte, ce qui m'a beaucoup inquiété dans la loi renseignement, par exemple, c'est que la loi prévoit que si quelqu'un voit un dispositif de surveillance, y compris illégal, et qu'il le signale, il est punissable. C'est-à-dire que dénoncer une surveillance illégale des services de renseignement français, c'est punissable d'une très lourde amende et de Bien peine sûr. de prison. Moi, une démocratie qui va dans ce sens-là, ça m'inquiète beaucoup. Et je pense qu'on a vraiment besoin de se pencher sur cette question. Très bien, on vous a entendu. Un petit mot de conclusion avec Louison, je crois. Exactement, notre dessinatrice de presse, j'en perds mes mots puisque c'est une dessinatrice, voilà, et qu'elle utilise ses feutres et ses pinceaux, qui a croqué tout au long de l'émission notre sujet. Et voilà un dernier dessin, peut-être de conclusion aussi, Louison. Complètement. Alors, reprenons donc Marianne. Marianne résume l'émission en disant liberté, égalité, fraternité. Elle y rajoute sécurité et elle y rajoute poil au néné. Voilà. Elle est drôle, cette Marianne. Elle est très très drôle. Bah, c'est déjà à la fin de Flash Talk. Merci infiniment à nos 3 invités d'avoir accepté notre invitation, d'y avoir participé. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous aussi de vous être saisis aussi frénétiquement du Merci au débat public. sur les réseaux sociaux. #FlashTalk. Et évidemment, le débat continue juste après l'émission. Merci au public, merci à tous pour vos Applaudissez-vous, interventions, mesdames pour et vos messieurs, questions. vous êtes magnifiques. Merci, Merci merci pour infiniment. votre attention. Vous faites cette émission. On remercie aussi nos partenaires, Move et l'étudiant. Et puis on se retrouve dans 15 jours. On se retrouve très vite sur LCP et France O. Salut. Salut.